Sylvain Pathieu, bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire à l'Université Paris 8 et romancier. Vous publiez aux éditions Plein Jour, Avant de disparaître, Chronique de PSA Aulnay. C'est vrai que je suis à la fois romancier et historien, donc j'ai un peu une double casquette. J'essaye de ne pas mélanger les deux. Quand je fais un travail de romancier, vraiment écrire comme un écrivain, et quand je fais un travail d'historien, comme un universitaire. Mais dans ce travail, c'est vrai que il y a un côté, je dirais presque hybride, dans le sens où c'est un documentaire littéraire en fait. C'est pas un roman, c'est pas de la fiction, c'est pas non plus une œuvre universitaire. Bon, pour en faire de l'histoire, il y a peut-être encore pas assez de recul. Et donc c'est un documentaire littéraire, ce qui est le projet de la maison d'édition dans laquelle je publie, Plein Jour, qui a pour but en fait de demander à des écrivains de faire des enquêtes, de faire des reportages. Et c'est vrai que c'est une tradition qui est assez peu présente en France. C'est plus présent aux États-Unis, où on a l'exemple de Truman Capote, par exemple, avec De sang-froid. En France, il y a eu Henri Calais, par exemple, dans les années 50, qui faisait un peu ça, mais la littérature française a peut-être moins cette tradition, le journalisme aussi, hein, d'ailleurs, de l'écrivain journaliste. Et donc moi, le but était de me plonger dans, dans un monde qui est celui des ouvriers, puis de raconter une histoire, de raconter un récit. Donc ce récit, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très joyeux, hein. C'est l'histoire d'une usine qui ferme. C'est l'histoire de ceux qui se battent pour refuser la fatalité, de ceux qui refusent d'être jetés dehors comme des chiens, mais qui veulent essayer de garder leur dignité, même s'ils sont licenciés. Malheureusement, c'est une histoire qui est celle de PSA Aulnay, mais qui est une histoire qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est une histoire qui se répète dans beaucoup d'usines en France, et pas seulement en France. Et puis je voulais aussi raconter une autre histoire, c'était parler de la classe ouvrière, parler de classe sociale. Et il y a souvent beaucoup de clichés, beaucoup de caricatures sur ces ouvriers. On a tendance à s'en rappeler un peu que quand il s'agit de dénoncer la minorité qui vote FN ou de dénoncer ceux de plus en plus nombreux qui s'abstiennent. Moi, je voulais parler de ce monde ouvrier aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être ouvrier? Qu'est-ce que c'est être confronté à la fermeture de cette usine? Qu'est-ce que c'est appartenir à un héritage, parce qu'il y a eu quand même une époque, disons, glorieuse du monde ouvrier, hein. Dans les années 50 ou 60, c'était un monde qui était très puissant, qui faisait peur aux bourgeois. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être confronté, alors moi je dirais pas à un déclin, mais à des coups, à des défaites, et comment ça se manifeste dans le cadre de cette usine d'Aulnay. Donc j'ai pris mon carnet, j'ai pris mon stylo, et je suis allé à la rencontre de ces ouvriers. Quand j'ai appris que l'usine fermait, donc à l'été 2012, alors on savait, c'était notamment publié par Mediapart, que la direction de PSA avait prévu de fermer cette usine. Ce qu'on ne savait pas exactement, c'est à quel moment ça serait. Ils ont attendu après les présidentielles, comme Sarkozy, dit-on, leur aurait demandé, et ils ont fait l'annonce. Donc moi, à partir du moment où l'annonce a été faite, eh bien, je me suis rendu dans les rassemblements, j'ai essayé de discuter avec des travailleurs de cette usine. C'était pas toujours facile parce que y a une certaine méfiance qui est parfois légitime par rapport à ceux qui viennent de l'extérieur. Puis petit à petit, j'espère que j'ai gagné cette confiance et que quand il y a eu le mouvement de grève, parce qu'il y a eu 4 semaines de grève à partir de janvier, j'ai pu du coup entrer dans l'usine, j'ai pu voir comment se passait l'occupation. Et du coup, j'ai pu avoir à la fois des discussions avec des ouvriers avant la grève qui n'étaient pas forcément des syndiqués, qui n'étaient pas forcément des gens très engagés, et puis aussi avec ceux qui conduisaient la grève, avec ceux aussi qui y participaient. J'ai pu avoir à la fois des entretiens longs, de plusieurs heures, où on allait dans un café, on discutait, et puis des paroles prises sur le vif, sur le tas, pendant une manif, pendant l'occupation de l'usine, des éclats de voix, des éclats... Et voilà. Et donc je mêle ces fragments de vie, ces fragments de travail, ces fragments de colère, ces fragments d'espoir aussi, parce que c'est pas un livre où il y a que de la colère et que du désespoir, mais c'est aussi un livre où il y a de l'espoir. J'essaye de mêler ça avec des retours sur le passé. Moi, ce que ça m'inspire, mais là c'est ma sensibilité, c'est là qu'on peut parler de documentaire plus que de reportage, parce que j'y mets un peu de moi aussi, hein. Donc moi je suis historien, et donc forcément, quand je participe quand je suis spectateur, disons, d'une lutte d'ouvriers aujourd'hui, forcément, ça a des échos avec le passé. Et ça me rappelle, disons, ça me rappelle des épisodes de l'histoire. Et j'essaie de mettre ça un peu en perspective.
PSA Aulnay, c'est vrai que c'est une usine particulière, puisque c'est une usine qui est née dans les années 70, elle est née en 73. C'est une usine implantée dans la banlieue parisienne, donc dans le département de la Seine-Saint-Denis, donc, qui est particulièrement touché par la crise, et donc le fait que l'usine ferme, c'est un coup de plus porté à ce département qui mérite sans doute mieux. Et c'est vrai que cette usine, directement, elle est liée à l'histoire de mai 68 et à l'histoire de l'après 68. Mai 68, on parle souvent du mouvement étudiant, mais mai 68, c'est avant tout une des plus grandes grèves ouvrières de l'histoire de France. Et l'après 68, toutes les années 70 ont été marquées par ce que l'historien Xavier Vignat appelle une insubordination ouvrière, c'est-à-dire des révoltes dans pas mal d'usines, des grèves, des débrayages de quelques heures parfois, en tout cas une syndicalisation assez importante et beaucoup de jeunes ouvriers qui refusent l'autorité patronale, qui refusent les cadences, qui refusent toutes sortes d'éléments qui font la vie de l'usine. Et la création de PSA à Aulnay, de l'usine PSA d'Aulnay, qui à l'époque était une usine Citroën, c'est directement une réponse à ça de la part de Citroën, c'est-à-dire l'idée c'est de faire une usine où il y aura massivement une main-d'œuvre immigrée. Parce que cette main-d'œuvre immigrée, elle est jugée plus docile, moins à même de se révolter, moins syndiquée, moins politisée. Et donc Citroën a une politique délibérée, disons, de recrutement d'ouvriers qui viennent notamment des pays du Maghreb, mais aussi de Yougoslavie, du Vietnam, enfin de toutes sortes d'endroits dans le monde, avec l'objectif de prendre des ouvriers qui viennent du monde rural, qui soient le moins politisés possible, le moins syndiqués possible, et qui deviennent des OS, hein, c'est-à-dire un des niveaux les plus bas de l'échelle dans le monde ouvrier, avec l'idée d'empêcher surtout une syndicalisation, et surtout une syndicalisation à la CGT. Alors, il y a un historien qui s'appelle Vincent Gay qui fait une thèse en ce moment, hein, justement, sur ce recrutement massif de ces ouvriers immigrés, sur cette histoire de l'immigration qui est intimement liée à l'histoire d'Aulnay. Donc pendant 10 ans, ça tient à peu près comme ça, et puis en 82, il y a une très grande grève, très importante, parce qu'elle met justement en scène les OS immigrés d'Aulnay, qui, en lien avec les militants de la CGT notamment, entrent en lutte et refusent notamment le système qui était un système chez PSA, chez Citroën, qui était un système très coercitif, avec des petits chefs, avec des faveurs qui étaient accordées à ceux qui avaient les faveurs de ces petits chefs, avec un climat assez violent dans l'usine, parfois des tabassages ou des menaces faites sur des syndicalistes. Et donc cette grève de 82, ça a été appelé le printemps de la dignité, hein, c'est l'idée de ces OS qui redressent la tête, qui refusent de se laisser traiter comme des moins que rien, comme des esclaves, ils disaient à l'époque, hein, comme des esclaves par Citroën. Il y a eu donc des luttes entre 82 et 84, et puis ça a été les années 80 qui ont été assez dures, qui ont été, disons, marquées par le chômage de masse et par la crise. Et en fait, ces luttes ont commencé à revenir à partir des débuts des années 2000. Et ce qui est intéressant, c'est que Citroën, enfin PSA, qui était devenue une usine PSA, a recruté au départ de manière précaire, mais ensuite avec des contrats à plus long terme, des jeunes ouvriers qui venaient des cités voisines, et notamment de la cité des 3000, hein, à Aulnay, qui au début n'en voulaient pas, hein, Citroën, ils essayaient de recruter plutôt des gens qui venaient du nord ou qui venaient de la campagne pour éviter d'avoir ces gens-là dans l'usine. Et puis peu à peu, eh bien, ils sont entrés dans l'usine, et c'est aussi, dans mon livre, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs voix, et dans ces voix, j'essaye d'avoir des personnes qui représentent un peu toutes ces générations, qui représentent un peu tous ces profils d'ouvriers, parce qu'il y a une grande diversité du monde ouvrier, on le traite souvent de manière assez caricaturale, mais c'est un monde qui est très divers. Et donc ces jeunes ouvriers venus des cités ont fait la connaissance dans le monde du travail de ceux qui avaient l'âge de leur père. Et alors il y a un syndicaliste qui s'appelle Philippe Julien qui me raconte, il me dit quand ils étaient dans la cité, ils avaient l'impression que leur père, ça avait toujours été des esclaves. Et puis ils arrivent chez Citroën, ils arrivent dans l'usine et ils se rendent compte que leur père, en fait, c'est pas des esclaves, c'est des héros parce qu'ils se sont révoltés au début des années 80 contre Citroën, parce qu'ils se sont battus. Et donc c'est aussi une nouvelle conscience de classe en fait qu'il peut y avoir chez ces ouvriers qui arrivent chez Citroën. Et les luttes qu'il y a depuis le milieu des années 2000 à PSA, c'est aussi de nouveaux ouvriers qui entrent en lutte, et avec parfois des décalages, avec parfois un peu des chocs culturels avec les militants plus chevronnés. Mais c'est aussi ça qui transparaît dans cette lutte après la fermeture et dans les luttes qu'il y a eu avant. Et c'est aussi ça que j'ai essayé de faire ressortir. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est vraiment indissociable, l'histoire de l'usine d'Aulnay, indissociable de l'histoire de l'immigration, et aussi aujourd'hui de l'histoire des banlieues.
Et donc vous avez toutes ces histoires qui s'entrechoquent. Mouvement ouvrier, histoire de l'immigration, banlieue, tout ça s'entrechoque. Et voilà, j'espère que c'est un peu l'esprit de mon livre en partie. J'ai choisi de travailler sur Aulnay parce que ça me paraissait intéressant, parce que c'est vraiment une des premières mesures phares du quinquennat de Hollande. Bon, on n'attendait pas forcément grand-chose de Hollande, mais on espérait au moins qu'il y ait quelques mesures sociales qui soient prises. Or, dès le mois de juillet, l'annonce de la fermeture de PSA est faite. Hollande à la télé dit que c'est pas bien. Montebourg monte sur ses grands chevaux, et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe pas grand-chose. L'usine ferme. Enfin, elle n'est pas encore fermée, mais elle est en train de fermer. L'État renvoie les syndicats dans les cordes. C'est ça aussi, un des sujets du livre. Hein. C'est aussi la désillusion qu'il peut y avoir par rapport à cette gauche. Et c'est vrai que là aussi, si on prend un peu de perspective, si on regarde par rapport à l'histoire du mouvement ouvrier, c'est la première fois que la gauche est au pouvoir et qu'au lieu de diminuer le temps de travail, au lieu d'accorder des avantages sociaux, au contraire, elle revient sur les avantages sociaux. Au contraire, elle augmente la durée du travail avec l'augmentation des cotisations pour les retraites. Et donc c'est quand même un changement de perspective assez dramatique. Malheureusement, on en voit les résultats avec l'abstention massive et puis les résultats du Front National. Et alors mon propos, c'est pas du tout de dire que la classe ouvrière maintenant vote Front National. Ceux qu'on voit dans mon livre, la plupart d'entre eux, une bonne partie d'entre eux en tout cas, ont voté Hollande, ou en tout cas ont voté à gauche ou à l'extrême gauche, et ne votent pas Front National. Il y en a quelques-uns, et on voit qu'il y en a par désespoir. Mais en tout cas, il y a une forte désillusion par rapport à Hollande. Les ouvriers d'Aulnay, avant le débat Hollande-Sarkozy, étaient allés interpeller François Hollande, ils étaient allés devant les studios, ils avaient fait une manifestation. Hollande, sous la pluie, était allé discuter avec eux, il leur avait serré la main, il leur avait dit « je ne vous oublierai pas ». Et là, ils ont quand même l'impression d'avoir été oubliés, que cette usine ferme, pour des raisons, alors on dit que les grands groupes automobiles ont subi des pertes, mais on sait que c'est des pertes qui sont quand même relatives. Et puis on sait aussi que s'ils ont décidé de fermer Aulnay, c'est parce qu'il y a eu des calculs qui ont été faits. Et en fait, c'est très rentable de fermer cette usine parce que c'est une usine qui est très bien desservie par pas mal d'axes de transport. Les terrains pourront être vendus très cher par PSA. Donc ça on le sait, c'est un gouvernement de gauche devrait pouvoir agir là-dessus. Et je crois que ceux qu'on voit dans mon livre, pour la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui se sont battus, des gens qui, certes, vont être mis à la porte, mais qui partiront la tête haute. Mais il y a tous ceux qui ne se sont pas battus, tous ceux qui avaient confiance dans PSA, tous ceux qui ont attendu de voir les choses en se disant c'est trop dangereux, tous ceux qui aussi ne pouvaient pas se battre pour des raisons diverses, familiales ou financières. Ceux-là, je pense que c'est peut-être pour eux que c'est le plus dangereux, c'est peut-être eux qui auront le plus de noirceur dans leur esprit et dans leur cœur. Et c'est peut-être pour eux qu'il y aura c'est peut-être pour ce genre de population la tentation du vote Front National peut être la plus forte. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quand même catastrophique de voir ce qui est en train de se passer. C'est quand même catastrophique de voir qu'une usine qui ferme, c'est pas seulement des gens qui perdent leur emploi, mais c'est aussi le travail à l'usine, c'est aussi une camaraderie. C'est aussi, pour certains d'entre eux, un amour du travail, un amour de ce qu'ils font. J'ai essayé de rendre compte de ces voix qui racontent comment ils travaillent, qui disent on est sur la chaîne, on voit tous les robots qui s'agitent autour de nous, c'est la guerre des étoiles. Ou qui disent on va travailler, alors c'est vrai que c'est dur, c'est vrai qu'on se casse le dos, c'est vrai qu'on se fait mal, mais on est avec les camarades, on est avec les copains et les copines, et il y a quand même une bonne ambiance sur la chaîne. C'est Alison, par exemple, une des ouvrières que j'ai interrogées, qui raconte qu'elle va travailler avec son beau-frère, qu'elle a son père et sa mère qui travaillent à l'usine aussi, qu'elle a une partie de sa famille qui travaille dans cette usine. Et on imagine donc que cette usine qui ferme, c'est pas seulement des gens qui perdent leur emploi, mais c'est des gens qui voient tout leur cadre de vie bouleversé. C'est des gens qui ont fait des emprunts pour acheter des maisons, certains même emprunts qu'ils ont fait auprès de PSA ou qui étaient garantis par PSA, et à qui on dit maintenant l'usine ferme, vous allez travailler beaucoup plus loin de chez vous, ou alors vous quittez cet emploi. C'est des gens qui ont fait des paris sur PSA, qui ont fait des paris sur l'avenir, et qui voient ces paris déçus. Et c'est ça qui est dramatique. Et malheureusement, c'est vrai qu'on a l'impression que le gouvernement actuel n'en tient pas compte. Le gouvernement actuel ne mène pas une politique en faveur des classes populaires.